Gentlemen, my name is Juan Lubroth. I am the coordinator for the Scientific Council of the One Sustainable Health for All Foundation and co-chair of the scientific committee for this event here in Dakar, along with Professor Ibrahima Seck, who's also my co-chair. Without further ado, and we are already hurting or a little bit late and lost some minutes this afternoon because of lunch and what happened this morning. But let me not take up too much of your time and introduce to you a friend and a very insightful professional, Dr. Papako Seck, who will be moderating this session. And I invite the panelists to come on stage. And we do have Dr. Alimi from Addis, who will be connected online. So, Dr. Seck, thank you. Thank you, Juan. It's my deep pleasure to be here today. Beyond your invitation, and I'm very glad to moderate this session. So, good evening, good afternoon, everybody. I'm gonna call upon the panelists. If you want, please to join the session. So I would like call first of all Yawande Alimi, the lead of One Health in CDC. Yes, she's online. Yeah. Agnès Buzyn, the former French Minister of Health. Rachel Freeman, Associate Professor, Psychology and Social Work, University of Namibia. Welcome, please. Dauda Diouf, Head of Climate Action and Health Resilience, the Foundation Center. Dauda, I saw him this morning. I don't know if he's aware. Dauda is not around. Perhaps he will join online. Okay, Frank Berter, Senior Health Specialist, One Health Lead, World Bank. I think Frank will join online too. And David Ziveri, Environmental Health Specialist, Humanity and Inclusion. Welcome. Thank you for joining this session. Mesdames et Messieurs, so this session will deal with the social and environmental determinant in addressing One Health. Social and environmental determinants of health are factors that influence an individual's health and well-being beyond biological and genetic factors. These determinants can significantly impact health outcomes and contribute to health disparities among different populations. Economic stability, level of education and literacy, social and community support and engagement, access to quality health care, affordable housing, transportation, and safety are some of the key social elements. Whereas water, air, and soil quality, land use practices, noise, extreme climate events, and climate change, exposure to toxin and residue, biodiversity, urban perturbation, rural landscape represent environmental elements too. The social and environmental determinants often interact and compound each other's effects on health, with at times have a cumulative impact
and disparities among different populations and communities. This session will discuss the interaction and compounding effects and how to mitigate threat to health and the opportunities and view on pandemic treaties. Mesdames et messieurs, comme je viens de le résumer, nous allons aujourd'hui parler des déterminants sociaux et environnementaux qui impactent l'approche Une seule santé pour la mise en œuvre de cette approche d'une façon beaucoup plus optimale pour les communautés et les populations. Nous avons sur le stage un parterre d'experts avérés en leur domaine qui vont chacun nous donner son impression par rapport à ces déterminants sociaux et environnementaux sur l'approche Une seule santé, qui est une approche holistique qui veut lier la santé humaine, la santé animale, mais également la santé environnementale. Nous savons tous que c'est une approche quasiment nouvelle qui est en train de faire son bonhomme de chemin dans nos pays respectifs, mais qui n'a pas trouvé un cadre institutionnel et réglementaire, et voire même une appartenance sociale et communautaire qui lui permet vraiment de pouvoir être mise en œuvre de façon aisée. Et aujourd'hui, nous allons demander à nos panélistes donc comment ils peuvent mettre en jonction ces déterminants environnementaux et sociaux qui impactent sur la santé des hommes et des populations avec l'approche Une seule santé pour lui donner une bonne place dans sa mise en œuvre. Donc, je vais commencer d'abord à donner la parole à Madame Agnès Buzyn, qui est Madame le ministre, qui a été ministre de la Santé de la France, qui donc a vu beaucoup d'événements se passer dans la vie, dans son expérience, qui va nous donc nous donner son impression et comment il voit l'alignement entre les déterminants sociaux. One health. There will be no one health without communities. One health begins with communities, and one health ends with communities. So some of the challenges that we are facing when it comes to particularly issues of how do we engage our communities? How do we consult them to be part and parcel of the solutions? And a lot of times we face top-down approach when it comes to One Health issues, which at the end of the day creates a lot of resistance from the communities when it comes to One Health co-developing solutions. There's a lot of fragmented approaches when it comes to One Health. A lot of the various pillars of One Health operating in silos. And of course, we need to break these silos and we need to build bridges, as earlier alluded to this morning and just by our minister as well. We need multi-cross-sectoral efforts in addressing One Health, because it really, our fragmented approaches, our silo approaches, it really poses challenges in terms of the integration and the collaboration of one sustainable health for all. When we look at us as human beings,
if we look at the interconnectedness and the interface between human, animals, the plants, and the environment and the ecosystems, then our human interactions negatively impact upon the society. Just for example, it is us humans who makes it difficult. It's us who makes the difficult choices or complicated choices, for example, where we wouldn't want to complete our antibiotic cycle. If the doctor prescribes it for complete the course for 5 days or 7 days, if I feel better by the 3rd day, I said, well, and what will happen? We all know that antimicrobial resistance happens as a result of not completing the course. It's us humans who are interrupting adherence to treatment or to the antibiotics. It's us, if we feel better, then we dump our medication or antibiotics into the drain. We flush it down. And as a result, it contaminates the underground water and it contributes to antimicrobial resistance among humans as well as animals. So degrading natural habitats to provide grazing for our animals, deciding to use antibiotics as growth promoters, to increase productivity and to, for example, to profit from livestock. These choices, these decisions that we are making has frequently resulted in One Health challenges that at the end of the day causes the spread of zoonotic diseases or infections, and also amongst our domestic animals, and also spread through resistance of bacteria up the food chain. So hence, as alluded to, and I can't stop overemphasizing it, that we need cross-sectoral, we need multi-inter-trans-disciplinary collaboration amongst all key stakeholders, which includes the policymakers, the decision makers, the higher education institutions, research institutions, scientists, and most importantly, our key stakeholders are the community members. So we need collaboration. And why is it important to engage our communities? Our communities needs to be engaged. It matters to engage them when we want to address especially social and environmental determinants, because one sustainable health for all starts with the communities, as I said. And therefore we must consider the communities using a bottom-up approach where we co-create, we consult them, we develop and we produce interventions. We involve them in community-based participatory research, asking them through needs assessments, through baseline studies, what are the needs, and let's co-create solutions together, which is less resistance to change, that can impactfully develop societal solutions to address issues of zoonotic diseases, antimicrobial resistance, as we as humans and communities are interacting with our domestic animals, we interact with our livestock, we interact with wildlife, and we interact with our environment and the ecosystems in many ways based on our content and our situations. So hence we need community-centered, person-centered approaches to make sure that we have sustainable health for everybody in many ways. So without community engagement, there is no guaranteed One Health or sustainable health for everybody. Thank you, Mr. Moderator. Thank you, Madam Freeman. Your points are very clear. Community should be in the center of any decision and any policy or strategy we have to implement for global health, mainly here for One Health implementation. So thank you so much. Now I revert to Mr.
David Zivori. Vous êtes spécialiste en environnement et humanité et inclusion, qui est votre organisation. Nous savons tous que l'environnement est un médiateur de la santé et peut induire des impacts, des effets positifs comme néfastes sur la santé des animaux, des humains, et cela dépend des conditions surtout sanitaires dans lesquelles se trouvent ces cibles, ces populations dans cet environnement-là. Je voudrais vous demander, parce qu'en fait, depuis quelques jours, quelques temps, les gens se demandent, ben, tiens, nous voulons des évidences qui nous permettent de mieux comprendre comment l'environnement impacte sur la santé des populations, surtout que nous savons que concernant les populations autochtones, elles jouissent comme ils veulent de leur environnement, sans pour autant se soucier que leur impact sur cet environnement-là peut en retour leur causer des problèmes de santé. Vous avez sans doute des réponses à nous donner par rapport à cette approche-là, comment nous pouvons convaincre les décideurs, mais surtout ces populations-là, ces communautés-là qui vivent dans ces environnements, qu'il leur faut adopter une approche qui leur permettra de mieux considérer leur action dans leur propre environnement pour ne pas induire des problèmes de santé qui vont se retourner contre elles. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. En effet, je suis psychologue social et je suis meilleur dans les questions que dans les réponses, mais on va les chercher ensemble. Et je prends tout à fait votre point de départ, c'est-à-dire on a besoin d'évidence et des faits. Donc, je vous invite à considérer un fait. Pensez à votre âge. À quel âge avez-vous? Il ne faut pas le dire, vous ne vous inquiétez pas. Il faut juste penser ça. Maintenant, considérez l'âge moyen, l'espérance de vie moyenne dans les pays où vous habitez, l'environnement avec lequel vous êtes exposé chaque jour. Et maintenant, considérez que certains groupes, par exemple les personnes avec handicap, ils peuvent souffrir jusqu'à 20 ans moins d'espérance de vie par rapport à la moyenne. Et ça n'a rien à voir avec la condition de l'handicap en soi-même, mais à cause des barrières d'accès aux services de santé. Et donc là, on voit tout de suite l'importance des déterminants sociaux de la santé. Pourquoi? Parce que les services de santé, on sait bien, sont un déterminant de la santé, mais ils suivent un gradient social. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même accès. C'est évident, malheureusement. Donc, on doit réfléchir à ça. Et l'exemple des personnes avec handicap, c'est sûrement parce que je travaille pour Handicap International, mais c'est parce qu'on parle de 16% de la population mondiale, c'est-à-dire de 1,3 milliard de personnes, hommes, femmes, enfants, vivant avec un handicap. Donc, la question qu'on doit se poser, je crois que c'est à nous qu'on offre et on travaille dans les services de santé et qu'on veut incorporer cette approche One Health, quand ce n'est déjà pas le cas. Mais on veut, ce matin, c'est évident, il y a eu plein de bonnes suggestions, de recommandations pour intégrer une approche One Health dans les services de santé publique. Mais du coup, la question, c'est pas seulement comment les intégrer, mais comment faire que les services One Health, que demain, on espère, à fur et à mesure, seront mis en place, soient aussi plus justes et contribuent à un monde plus juste.
Parce que sinon, on sera, on dit, sera pas sorti de l'auberge, on aura réinventé un nouveau système, mais avec les mêmes inégalités. Et ça, évidemment, ce n'est pas une approche holistique. Et les modérateurs et les organisateurs se sont recommandés de penser en termes de solutions. Et ça, c'est très important. C'est évidemment un défi, mais c'est très important parce que sinon, si on parle simplement entre nous de ce qui ne va pas, là encore, on n'aura pas fait des pas en avant. Et en termes de solutions, je pense qu'une solution, par rapport à l'exemple que j'ai donné, c'est ajouter aux trois cercles de One Health. On visualise toujours One Health avec les trois cercles. Je ne vais pas les répéter parce qu'on les connaît par cœur. Mais un quatrième, celle de la justice climatique et de l'équité en matière de santé. Et c'est là où se trouvent les déterminants sociaux de la santé. Et c'est là où on peut mettre en pratique des pratiques de santé inclusive. Santé inclusive, ça veut dire, pour être concret, c'est pas seulement un bon concept, ça veut dire la participation, ça a été très bien dit, ça veut dire de la non-discrimination, parce que ça, c'est un grand problème aussi entre les personnels de santé. C'est un peu tabou de le dire, mais malheureusement, c'est souvent le cas. Et ça, parce qu'il n'y a pas dans les formations, souvent dans les formations du personnel de santé, il n'y a pas un cours dans les curricula des infirmiers, des médecins, etc., et des modules sur l'équité et sur l'inclusion, par exemple. C'est très rare, et trop rare. Et du coup, quand on parle de formation en One Health, c'est une opportunité magnifique, justement, pour repenser de façon holistique, comme ça a été dit, une formation qui puisse aussi considérer les aspects d'équité. Et alors l'accessibilité, bien évidemment, l'accessibilité des services, mais aussi des informations. Ça, par rapport, par exemple, aux désastres climatiques, c'est évident. Parfois, il y a des bias à niveau des informations. Évidemment, des personnes qui ont un visual impairment, donc un handicap auditif ou visif, ben, évidemment, ils n'ont pas accès à cette formation. Et encore une fois, les personnels qui s'engagent, ils doivent s'engager de plus en plus dans la prévention. Il n'est pas en mesure d'arriver vraiment à tout le monde. Et les résultats, c'est les fameux 20 ans d'espérance de vie et moins, simplement pour une question des normes sociales et des déterminants sociaux de la santé. Merci beaucoup, Monsieur Ziveri. Je pense que vous avez attesté que les déterminants sociaux et environnementaux qui impactent négativement sur la santé, effectivement, réduisent l'espérance de vie. Et ça a été démontré à suffisance. Et vous avez parlé des solutions pour lesquelles il faut vraiment changer la tendance. Il faut surtout, et ça fait partie de ce que nous voulons entendre, montrer des preuves, des arguments palpables aux populations, mais également aux décideurs pour qu'ils puissent comprendre que c'est vraiment du sérieux, qu'il faut vraiment prendre en charge ces questions-là dès le départ, au niveau même des écosystèmes, au niveau même de l'environnement des populations. Et vous avez parlé aussi qu'il faut évidemment former les gens, former aussi les populations pour leur permettre d'avoir une bonne accessibilité. Nous avons M. Alimi en ligne que je voudrais interpeller, Yawande Alimi, qui est le lead One Health au niveau de Africa CDC. Mr. Alimi, if you hear me,
I would like to give you the floor. As you already heard about from the different panelists, the social determinant, health social determinant, and health environmental determinant impact very negatively on health, mainly health population from the communities. And the One Health approach is here to bring a new paradigm. So based on your experience, how can you describe this approach in engage with the negative impact of the social and environmental determinant of health? The floor is yours. And sorry, Mrs. Alimi. Thank you very much, and thank you to the organizers. It's a pleasure to connect to you virtually. I think this is quite an important conversation that must be had, particularly about the value of a One Health approach. I think it goes without saying, and other colleagues on the panel have already alluded to this. A lot of One Health issues are really driven by health inequities. Means that if you think about the continent of Africa, for example, I'll take one of the sort of One Health shared threat of climate change. As you may know, that Africa is the least contributor to the CO2 emissions globally. But yet our continent suffers the highest burden of climate change and the climate and health impact, the impact of climate change on health, with some of our countries being the most vulnerable countries when you think about climate change. Looking at it even more broadly is a conversation Prof. Freeman has really alluded to around antimicrobial resistance. Similarly, the African continent, because of a lot of the challenges around health systems. So when I'm talking about social determinants in this case, I'm looking at it beyond the community, the entire structure of what the health system looks like. I mean, you can see already things like inequitable access to antibiotics, to vaccines, to laboratory capacity, already widen the gap in terms of how health systems can really adapt, and which really brings the value of a One Health approach. Simply put, the One Health approach really gives us, particularly when you think about low or middle income countries that have to face not just outbreaks of infectious diseases, there are challenges around the health systems. There's also the challenge of non-communicable diseases, for example. And with the economies of this country, of many of these countries, they are barely able to get by. But the One Health approach really offers us a futuristic way of thinking. Means that if we're able to work together, if we're able to share our resources across sectors, across ministries, across disciplines, I particularly put it in this approach because it's not just thinking about the ministries of health, ministries of the environment, and ministries of agriculture, but think about the engagement of the private sector. Think about the engagement, for example, of academia, of civil society groups, of non-state actors and the value and resources they could potentially bring to the table for us to share a lot of this One Health threats. I think particularly in the African continent, there are very unique vulnerabilities that are very important. For example, a lot of the challenges around what I call wars, civil unrest. Already that really those are a lot of the vulnerable groups. For example, think about what is currently happening in Sudan. If you think about climate vulnerable countries, Sudan is one of those countries. And if you think about the current political climate, the challenges of the civil unrest, you can already see that by default, there's a widened gap in terms of what health equality or inequities really look like. So I think really
tying down the fact that, for example, in terms of the African continent, the communities really drive us. So when we think about sharing resources, it's not just to ensure that hospitals are safer when you think about the holistic sort of health system, but it's also to ensure that the farmers in the most rural parts of Africa can still have their livelihood of their animals. Means that we have the right sort of animal husbandry practices, such as vaccines, to ensure that we have healthy animals that can ensure that we also have food security and food safety. It goes beyond saying that when we use a One Health approach, we potentially have the benefit of being able to close these health inequities or these social determinants that really drive what we see in different populations. Means, for example, like we saw during the COVID-19 outbreak, we had countries, for example, that did not have a genomic capacity, but through efforts such as the Africa CDC, a lot of the international partners, there was a lot of regional sort of capacity sharing. For example, Institute Pasteur Dakar was one of those regional facilities being able to support other countries. But now take it a bit into the national level and think about the value. For example, during COVID-19, we saw a lot of veterinary labs coming into play to serve as testing centers for COVID-19. Those are practical ways for us to adopt a One Health approach. It's not really about textbook, it's real life situations. For example, there's several outbreaks ongoing now. You see that you have veterinary epidemiologists being pulled into the response. You have community health workers coming in to help with contact tracing, for example. Those are real life practical examples of how a One Health approach can ensure that, most importantly, we address a lot of the social sort of determinants and drivers of health challenges, but also take on a One Health approach to really share the scarce resources in many of the LMICs across the African continent. Back to you, Mr. Chair. Thank you, Madam Alimi. Can you applaud her, please? Yes, you pointed out a lot of inequities that we are facing in our world, mainly in Africa. You took the example of the Africa region related to climate change, but also some war we are experiencing with people, displacement, etc., that really impact in the health of the community and the population. So coming to the solution, we all believe that the One Health approach can be a solution to narrow these inequities. So how can we really do it? The question is for you all. How can we use the One Health approach to narrow these inequities? You talk about the use of medicine, mainly antibiotics. You talk about healthcare access. You talk about medical facilities, etc., etc. And I would like to end with this question. So how about also regulation, institutional regulation, to be able to implement the One Health approach, but also financing, because it's also one of the key elements we have to talk to the financing. Should we create a financial mechanism that can support the implementation of the One Health approach within within countries, but also regionally or sub-regional or even globally? The floor is who want to take it?
I think if you don't mind, Mr. Chair, because I have to drop off shortly, I can just make a quick intervention then with I can kindly drop off. So very quickly, I think you've raised important, really important questions to us as a panel. It goes without saying that implementation is impossible if we don't have strong coordination mechanisms. For example, the quadripartite have already put out a clear tool that really helps country drive what the multi-sectorial coordinating mechanisms should look like. One Health governance is important. We all say One Health is everybody's business, but it is equally everybody's responsibility. So having at national level a bit of a structure, many countries, for example, in the African continent, already have their national One Health coordinating mechanisms or platforms. Those are quite important, which can then bring the conversation of financing. I think financing is money does make the world go round, and equally money does make One Health implementation quite easy. I think one of the things that we really need to start seeing in a lot of African countries, and I tend to use Africa a lot because that's where most of the work I'm doing is really on, is how can we create that economic value for domestic financing? For example, across our many African countries, we don't have any sort of domestic financing dedicated for One Health mechanisms, One Health platforms, One Health coordination groups, be it for zoonotic diseases, AMR. It's really driven by donor mechanisms. So there's really that linkage between governance and what financing, sustainable financing should look like. So I think in principle, countries must really lean towards establishing that national governance structure because that's where they're able to define where their priorities are. They're able to clearly cost what needs to be prioritized, what needs to be implemented in their different national contexts. But also, most importantly, we need to be able to demonstrate that value. Why do we need our national governments to invest in One Health mechanisms? The only way is when we're able to demonstrate that sort of economic case, create that economic value for One Health mechanisms. It's been a pleasure joining you, and my kind apologies that I'll have to drop off, but thank you so much for having me. Thank you so much, Ms. Alimi, for your valuable contribution. I'm going to give the floor to our panelists here. We have almost 15 minutes left to give their insight about the solution we would like really to create. The floor is yours. Thank you very much, Mr. Moderator. I think in response to what has already been alluded to, I think there's a need for us to have dialogical interactions. What do I mean by that? As a bottom-up approach, as I've already alluded to, it's important to have those community engagement conversations with the community themselves, and this could probably be done through baseline surveys, through community-based participatory approaches, through needs assessment, and those needs assessments can then be interpreted or redesigned into response interventions, which can speak to real life situations. So yes, connecting with people is very important at all levels. When I talk about all levels, I want to refer to the socio-ecological systems approach, where we engage with people at the micro level approach, at the meso level approach, obviously the macro level approach in terms of policies and legislative frameworks. Awareness raising and community education is a very critical component which will break the resistance of involvement, and it will also help people to stop operating in silos, and it will really build bridges in terms of ensuring a one sustainable health for all by applying a whole of government, whole of society approach. For us, we need, as alluded to by Dr. Alimi,
we definitely need, if we talk about One Health, we should also talk about one budget. Because sustainable financing is critical in terms of ensuring one health for all. Then, as said already, it really requires us not only as a governmental approach, but it actually requires a cross-sectoral approach, which should bring the various key stakeholders to the table in terms of closing the gap between science, research, policymakers, and the business community. Because One Health is everybody's business. It requires us, I call it the triple force, in terms of communication, in terms of collaboration, coordination, and of course, also making sure that we cooperate with each other, addressing these social and environmental determinants, not only at local, but at national and global level. And then building community practices are very, very important, not only in research, but also in terms of education and in terms of community initiatives, in terms of innovative initiatives, and share those guided by protocols that can really bridge the gaps, especially in science, research, policy practices, and also in strengthen. Thank you very much. Madam Freeman, all of government and all of society approach, it is really what's all about. So much. Madame la ministre, la parole est à vous. Évidemment, nous cherchons tous des solutions. Et comme Madame Freeman, je crois en l'approche bottom-up, c'est-à-dire ce qui vient du terrain, ce qui vient des initiatives qui montrent l'efficacité. Je crois que notre collègue de l'African CDC porte aussi cette vision du bottom-up. Mais nous avons aussi besoin de top-down. Et vous parliez du cadre législatif, du cadre réglementaire. Moi, je ne pense pas qu'il viendra des gouvernements eux-mêmes. Les gouvernements travaillent en silo et ils travaillent souvent sur des objectifs court terme. Je pense que le top-down peut venir d'accords internationaux. Je vais vous faire un tout petit peu d'historique. J'ai beaucoup suivi les sommets du G7 et du G20. J'ai passé 2 ans à l'OMS comme diplomate pendant la pandémie. La santé n'avait jamais été abordée par le G20 avant le sommet de Berlin de 2017. C'est Angela Merkel qui a voulu qu'il y ait un sommet des ministres de la Santé au G20 en 2017. C'était la première fois que le mot santé apparaissait au G20. Au G7, la première fois que le mot One Health est sorti, c'est pendant la pandémie. C'est le sommet du G7 porté par l'Italie. L'Italie a souhaité que la One Health Approach soit un sujet à part entière et l'Italie a porté un fonds mondial dédié à l'approche One Health. L'Italie n'a pas réussi. Les autres pays se sont opposés et à la fin, nous avons eu un fonds mondial de lutte contre la pandémie qui est maintenant situé au sein du Fonds mondial. Donc nous avons un fonds pandémie, mais l'Italie n'a pas obtenu le fonds One Health. Ensuite, l'Angleterre l'a porté en 2022, également l'approche One Health. Et puis la pandémie s'est éloignée. Et les nouveaux G7 ne parlent plus de l'approche One Health. Donc il nous reste cet espoir du traité sur les pandémies. Et c'est aujourd'hui un sujet majeur de discorde. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles le traité sur les pandémies n'est pas signé aujourd'hui au sein de l'OMS, c'est parce que certains pays ne veulent pas parler d'environnement. Parce que l'approche One Health, elle gêne des pays où la transition énergétique, la transition écologique n'est pas une priorité. Nous ne sommes pas tous alignés. Et donc, j'espère que ce traité aboutira et que l'approche One Health sera dans un traité international et deviendra une obligation
pour les États membres afin d'avoir un cadre réglementaire qui permette des initiatives locales, régionales, privées et publiques. Merci. Merci beaucoup, Madame le ministre. Je pense que vous avez pointé du doigt une question vraiment très importante, la prise en compte de l'approche One Health dans le traité pandémique et la création d'un fonds One Health qui permettra au pays de pouvoir mettre en œuvre conséquemment l'approche et les soutenir. Évidemment, il y a beaucoup de souteneurs de ces idées, mais aussi, à l'inverse, il y a beaucoup de pourfendeurs de ces idées-là. Et je pense qu'en fait, comme vous l'avez dit, avec le traité pandémique, si on arrive à le signer, peut-être ça va apporter une solution. Cette question va être débattue demain dans un panel et nous souhaitons, nous espérons évidemment avoir votre intervention par rapport à cela. Donc, je me retourne vers Monsieur Ziveri, à qui je laisse la parole pour, avant qu'on ne donne le micro à l'assistance à ceux qui voudraient vraiment poser des questions. Nous avons encore, je pense, une dizaine de minutes. Voilà. 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 Je voulais tout à fait rejoindre Madame la ministre parce qu'en effet, c'est un problème politique. Je suis tout à fait d'accord. Et je crois que oui, on a oublié trop vite fait la pandémie. Il y a aussi d'autres raisons et c'est un nouvel agenda politique, au moins en Europe, qui nous porte sur d'autres priorités. Et malheureusement, l'environnement, ce n'est pas une entre elles. Et, mais si on revient en communauté, justement, et là, c'est intéressant, cette continuum entre communauté en bas sur les territoires et les niveaux politiques. Évidemment, les deux sont nécessaires. Et, mais c'est intéressant parce que ça nous permet de voir que qu'on ne peut pas prendre ces mots communauté comme un laisser-passer pour penser que alors c'est aux gens, aux individus surtout, de faire des pas quand on sait que la agency, la capacité de faire, de réagir, c'est souvent limité. C'est limité à niveau individuel. Et d'ailleurs, les personnes qui sont plus engagées pour l'environnement sont entre celles qui souffrent le plus à niveau aussi des anxiétés, par exemple, parce qu'ils se rendent bien compte de ce qu'il faudrait faire, mais on n'a pas à niveau individuel les moyens de les faire toujours. Donc, les niveaux politiques, là, rentrent en jeu. Donc, les deux sont importants. Quand on parle de communauté, je voudrais juste faire cette précision parce que je crois que c'est vraiment important à garder en tête. Sinon, on sortira de la salle avec effectivement ces mots communauté, l'envie de travailler avec les communautés, mais à mon avis, ça ne marchera pas si on ne considère pas 4 éléments fondamentaux. C'est vraiment les 4 éléphants dans la salle. Si vous regardez au coin, il y en a dans chaque coin de la salle ici, il y a un éléphant. Les premières, c'est la diversité. Il faut garder bien en tête, même si on peut penser que c'est normal, que les communautés sont très diverses entre eux et qu'au sein d'une même communauté, il y a beaucoup de diversité qu'il faut prendre en compte. Et ça demande vraiment du temps, de l'engagement, de l'écoute. Sinon, on aura dit qu'on a parlé avec les communautés, on les a consultées, on a ouvert des portes à la participation, mais il y aura toujours des groupes. Et d'habitude, c'est des femmes, c'est des personnes avec handicap, etc., qui sont marginalisées. Donc, quand on parle de communauté, évidemment, il faut faire l'effort de voir la communauté dans sa diversité. Le deuxième, c'est le pouvoir. Parce que si on parle de communauté, ça ne suffit pas de consulter. Il faut aussi être prêt à un moment donné à donner l'ownership de l'agenda à la communauté même. Et
Et ça, c'est pas toujours facile parce que la communauté peut venir aussi avec des priorités qui sont pas forcément celles d'un projet ou d'un programme institutionnel. Et quoi faire dans ces cas-là? Les troisième éléphant dans la pièce, c'est les conflits. Et je voudrais pas qu'on sorte avec une idée un peu idéalisée de la communauté. C'est des lieux de conflit où les conflits ont lieu. Ça peut être très sain, voilà, quand c'est géré. Mais il faut s'attendre à ça. C'est pas une collaboration, voilà, qui va tout seul. Et, et ça fait que les solutions techniques, même basées sur les évidences scientifiques, elles sont pas bonnes en soi. Elles sont bonnes en soi s'ils sont adaptés à la communauté. Il y a toujours ce dialogue, cette négociation à faire. On l'a vu récemment en Europe, par exemple, avec des mesures de l'agriculture en faveur de la biodiversité qui ont provoqué des réactions entre les agriculteurs et parfois même très violentes, plus ou moins légitimes, c'est pas ça la question, mais ça montre que ce n'est pas la solution en soi ou la mesure ou la politique qui est bonne ou mauvaise, mais ça dépend aussi du dialogue qu'il y a avec la communauté, comment c'est adapté, comment c'est construit, qui va payer les coûts d'un changement. Parce que chaque changement, il ne faut pas le nier, c'est coûteux, pas seulement du point de vue financier. Et la quatrième, c'est la responsabilité. Le quatrième éléphant, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce qu'on donne la responsabilité aux individus et aux communautés de résoudre des problèmes comme les déterminants sociaux de la santé qui sont systémiques. Et ça ne veut pas dire qu'ils flottent quelque part ailleurs et qu'on n'a pas d'emprise et qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas ça le message que je veux donner. Mais ça veut dire qu'on doit toujours faire attention, je trouve, à ce qu'on demande aux communautés et aux capabilities. En anglais, c'est que à les opportunités qu'on donne d'autonomisation. Parce que sinon, on demande beaucoup, et on demande à quelqu'un d'autre, aux communautés, de changer le système. Et alors que ça, comme j'ai dit au début, ça doit venir et des communautés et des systèmes politiques ensemble. Merci beaucoup. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps à donner au public parce que tellement euh, les interventions ont été intéressantes. Je vais quand même, voilà, Serge, voilà, qui veut prendre la parole. Nous allons peut-être prendre 2 ou 3 personnes, voilà, avant de... Oui, oui, il y a madame, oui, bon, disons 4, hein, voilà. Bon, comme ça, très rapidement, voilà. Oui, c'est plus un commentaire qu'une question pour faire écho aux propos de Madame la ministre. Je m'appelle Zétien Serge, je travaille pour la FAO et je supporte les pays dans les processus d'institutionnalisation et d'opérationnalisation de l'approche Une Santé. Donc, je peux dire sur la base des leçons apprises sur 20 ans et pour faire écho aux propos de Madame la ministre, je voudrais partager avec vous que ce que je constate est qu'on ne se rend pas compte que l'institutionnalisation et l'opérationnalisation de l'approche Une Santé engendre forcément un ajustement structurel. Et l'ajustement structurel, c'est une question politique. Et l'approche opérationnalisée, l'approche Une Santé entraîne également un jeu des acteurs stratégiques. Personne ne veut perdre son pouvoir ou son cercle d'influence. À partir du moment où on prend cela en considération, on ne doit pas avoir peur de tous les défis rencontrés. La question, c'est quelles sont les stratégies qu'on adopte pour faire face à ces comportements sociaux. Okay.
Parce qu'au regard des défis auxquels nous faisons face, on a d'autres choix. Je peux dire, le seul choix qu'on a actuellement, c'est continuer ce voyage. Et j'insisterai, quand on parle de communauté, comme a dit le collègue, il ne s'agit pas seulement de communautés rurales. On a également des communautés dans un environnement urbain. Okay? Donc, prenons tout simplement conscience que c'est un processus politique, institutionnel, technique et opérationnel. Nos frustrations viennent en général du fait qu'on se focalise plus sur les aspects techniques, alors que la durabilité en elle-même réside également dans la résolution des aspects organisationnels, institutionnels et politiques. Merci. Merci, merci Serge. Nous allons donner la parole. Oui, allez-y. Après, on passe de l'autre côté. Ok, merci. Je suis Mohamed Jean Koupé-Fora. Je suis épidémiologiste et actuellement, je travaille pour Climate Action Accelerator. Avant de poser la question, je voudrais aller dans le même sens que David. Merci, j'ai appris les 4 éléphants. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais je voudrais aussi dire, vous avez raison quand vous dites qu'on doit donner plus de responsabilités aux communautés. Parce que je me souviens, Dominique Kondi dans Politique et Système de Santé disait « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Donc, si on veut vraiment que le One Health fonctionne, il faut donner plus de responsabilités aux communautés. On ne doit pas toujours arriver en disant « Voici ce que vous devez faire ». Pour une meilleure appropriation, vraiment, il faut que les communautés se sentent concernées pour vraiment que le One Health prenne. Ma question maintenant, ça va aller au professeur, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, désolé. Vous avez parlé de IEC, Information, Éducation, Communication. Moi, en tant que médecin, j'ai travaillé longtemps au Cameroun. Ce concept, IEC, a vraiment eu des limites. Maintenant, si on veut que le One Health soit impacté au niveau des communautés, est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse migrer vers le CCC, ce qu'on appelait, on a laissé le IEC, Information, Éducation, Communication, on est allé vers le CCC, Communication pour le changement des comportements. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de laisser le concept IEC et d'aller véritablement vers le CCC? Merci. Merci beaucoup. Question pertinente. Oui, on va... Sauf que je voudrais signaler que nous sommes attendus à 17 heures au niveau de la salle Flamboyant pour accueillir le président de la République. Voilà. Donc, on va faire pour vraiment terminer la D'accord. session plus rapidement. Allez-y, madame. Oui, je vais aller très vite. Julie Garnier, donc je m'occupe d'un groupe de travail au sein de OSH, le groupe sur l'éducation et la communication, dont je parlerai demain. Par ailleurs, je dirige une organisation, Odyssey Conservation Trust, qui opérationnalise des programmes One Health dans les régions à forte biodiversité. Je voulais juste revenir peut-être sur ces points très importants de diversité, équité et inclusion. Dans le terme diversité, on a parlé de diversité des communautaires, on parle de diversité culturelle et il y a le mot biodiversité. Le combat que nous sommes en train de mener pour le réchauffement climatique, on est en train de se rendre compte que la biodiversité est l'autre face du changement climatique et que pour avoir plus de résilience face au changement climatique, nous allons devoir restaurer, régénérer, conserver la biodiversité. Ce qui met une pression supplémentaire sur les communautés. Parce qu'effectivement, souvent, la plupart des pays, pour protéger la biodiversité, vont mettre en place des zones protégées supplémentaires. Ce qui veut dire imposer des contraintes supplémentaires aux communautés locales qui ont un besoin impératif pour leur subsistance de ces ressources naturelles. Donc, je voulais juste alerter sur le fait qu'on responsabilise, on met beaucoup de poids sur les communautés qui sont déjà contraintes dans des formats légaux
à un manque de résilience, puisqu'on on leur impose de ne pas utiliser des ressources naturelles dans les cadres législatifs. Et de mon expérience, et j'en ai parlé avec certaines personnes ici, pour déployer du One Health, et ça revient à ce que Madame Buzyn rapportait tout à l'heure, pour alerter en fait les politiques sur le One Health, il faut leur montrer des preuves tangibles. Et de déployer du One Health au niveau d'un territoire, qui est une façon un peu plus facile. Au niveau national, c'est très compliqué, on l'a entendu. Au niveau local, souvent, ça a du mal à après être déployé, mais à un niveau territorial qui se superpose à en fait un patrimoine aussi bioculturel en général, c'est beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, on peut effectivement mobiliser les partenaires, les sociétés, les entreprises, les collectivités et créer un momentum pour ensuite montrer aux politiques nationaux que effectivement ça a du sens et montrer les cost benefits que ça implique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, pour votre contribution. Nous allons passer la parole. Le micro derrière vous, Madame. Voilà. Et ça va être notre avant-dernier intervenant, si vous le permettez. Merci beaucoup. Constant Paris, je suis conseiller diplomatique au ministère des Affaires étrangères de la France. Madame la ministre, je partage totalement l'analyse que vous avez faite auparavant, notamment quand vous avez souligné que les gouvernements travaillent en silo et que justement la prévention, en fait, c'est toute la difficulté, c'est que les ministres répondent à un mandat et que sur le court terme, c'est très difficilement vendable la prévention parce que ça prend du temps à se mettre en place, que c'est parfois invisible et que la difficulté, c'est de valoriser justement des actions qui sont là pour prévenir quelque chose, pour montrer quelque chose qui ne s'est pas passé. Je parle notamment en matière de résistance aux antimicrobiennes et de maladies infectieuses. Ce qui m'amène à ma question, vous avez dit que l'un des objectifs justement, c'est de trouver un vecteur entre les communautés qui sont les plus exposées, qui sont les plus à même de trouver des solutions innovantes, et les décideurs politiques. L'une des solutions, ce sont les parlementaires. Comment sensibiliser les parlementaires, comment les atteindre pour qu'eux-mêmes puissent atteindre les décideurs politiques? Autrement dit, comment les communautés peuvent atteindre les parlementaires pour ensuite atteindre les décideurs politiques? Merci beaucoup. Merci. Une dernière question avec Madame. Derrière. Thank you. My name is Teresa Hogenhauer. I come from ICAS, the International Center for Antimicrobial Resistance Solutions. Thank you to the panel for some really great interventions in this session. So it's in this session, but also this morning in other panels that we've heard about the importance of multi-sectoral approaches, the importance of One Health, community engagement, partnerships, capacity strengthening. And I wanted to end this really great session with an invitation because we need to start moving to talk about the how. What do we do? What do we do to make some impact and create some progress? So tomorrow there will be a workshop on One Health and antimicrobial resistance. At 2 o'clock, you are all welcome. We are going to talk about specific interventions and how to proceed and move forward. Thank you. Thank you so much, Madam. So now I give the floor to the panel. If you have something to say. Oh, le micro. Okay, great. Thank you very much to all the participants and for your valuable questions. In response to the question, isn't it time for us to move beyond IECT? Yes. We definitely need to move beyond and no longer having it just as a talk show. And hence the issues of community empowerment and capacity building is very critical. And I can just quickly, if you allow me, Mr. Moderator, just to share a quick practical example of how the University of Namibia, I'm a social work professor and a sociologist by profession, and I'm also the One Health focal person for the University of Namibia.
in Southern Africa. And what we have done during the outbreak of hepatitis E in December 2017, where 26% of the population have been affected by by hepatitis E, we have done a situation analysis, and we did a needs assessment, and we find that through community-based participatory research, which is an answer to taking it beyond just IECT, to see that people really need water, they need proper sanitation facilities. And as a result of that, just as a higher education institution, we didn't just stop by research. We turned that research into intervention theories, into implementation, where we made the community part and parcel of developing a educational campaign, which has led to them using a bar of soap, our normal body bar of soap. And we used our university students who went out and demonstrate to the communities how to take care of their personal hygiene, their hand hygiene, as well as the environmental hygiene in the prevention of and transmission and spread of hepatitis E. And as a result of that, we in one day managed to collect 1,500 bars of soap. And we used that bars of soap. We went into the community with the students as part of their work integrated learning. I'm just showing you, and not just showing, but telling you how powerful multi-transdisciplinary collaborative approaches with the communities themselves, co-developing responses. The communities take ownership. They started community cleaning up campaigns. They used the bars of soap to wash their hands properly. And as a result of reaching 1,500 people in one day, imagine if we continue on 30 days, how many lives we can change with an intervention. And that intervention also benefited the COVID-19 outbreak, where it led to people taking more responsibility and ownership of their personal health, of their environmental health, and reducing. In 2022, our Minister of Health declared an end of hepatitis E as a result of these typical types of interventions. During the COVID-19 pandemic, we were also very responsive as a university and as a higher education institution, going on road shows, educating, but also providing, setting up vaccination clinics at our various campuses. So Dr. Alimi also mentioned that we should tap into the transformational power of collaborations with higher education institutions. We have 3 missions. It's about education, it's about research, it's about innovation, but it's also about being responsive and relevant to the needs of society through community services. And as a result of our COVID-19 intervention, the university putting up COVID-19 vaccination clinics in the communities and our campuses, that intervention contributed to 20% of the Namibian population being vaccinated against COVID-19. Just the last one, Mr. Moderator. There was a question in terms of the threat, in terms of what about my ministry? It's a territorial. I'm responsible for agriculture. I'm responsible for environment and tourism. I'm responsible for health. So that challenge, of that territorial approaches, the Namibian government, in collaboration with the University of Namibia, in June this year, the 19th of June 2024, we signed a tri-party national One Health strategy. And that was the result of collaborating with the University of Namibia as a higher education and research institution to give them the technical support and advice on how to develop these national documents. So yes, we can make a difference if there's political will, and if there's political power, there's transformational power in multi-sectoral collaboration. Thank you very much. Thank you, Professor Freeman. If you have something to add, Madam the Minister?
in 1 minute, because there was a question about parliamentaries, sur les parlementaires. Je pense que c'est un levier qu'on n'utilise pas suffisamment. D'abord, ils sont souvent plus stables que les ministres. Deuxièmement, ils font la loi. Et troisièmement, ils représentent un territoire. Et donc, ils rendent des comptes aux communautés. Ils sont élus par la communauté et donc ils sont le porte-voix. Je dis simplement qu'il faut qu'on pense plus souvent à les impliquer plutôt que d'attendre un mouvement spontané d'un gouvernement vers l'approche One Health. Merci beaucoup, Madame la ministre. Go ahead. Yes, you can talk. OK. Pas de batterie et pas de temps, donc je vais très, très vite. Et juste pour rebondir sur la question de la social behavioral change, et en effet, ce qu'il y a dans cette méthodologie, à la base, c'est un outil très puissant, c'est la théorie du changement. Et la théorie du changement, c'est une cartographie des besoins perçus, une identification des problèmes, mais aussi du futur qu'on veut, vers lesquels on veut aller, et les pas qui sont acceptés et acceptables pour y arriver. Et ça, c'est un exercice effectivement partagé et collectif qu'il faut faire. Et juste un petit appel aux bailleurs parce qu'on n'a souvent pas les temps et les fonds pour cet exercice qui demande du temps et un vrai engagement avec les communautés. Mais par contre, la bonne nouvelle, et c'est pourquoi on est là tous, c'est que One Health et Planetary Health offrent une narration, une frame qui nous permet d'envisager cet exercice avec les communautés. Et si on ne négocie pas, si on ne parle pas de ces futurs vers lesquels on veut aller, voilà, les solutions techniques, ils rencontreront toujours des résistances et ou des manques de fonds, ou des barrières, et donc ne porteront pas là où on veut aller, où on doit aller. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je pense que nous sommes à terme de notre temps. Nous reconnaissons tous que l'approche Une seule santé, One Health, est une des solutions pour vraiment réduire drastiquement les impacts sociaux et environnementaux sur notre santé et spécifiquement sur la santé des populations. Mais comment le faire? Comment le faire? Il faut bien que nous acceptions que la responsabilité, elle est commune. Il nous appartient à tous à jouer notre partition dans ce travail-là. Et à premier chef, les décideurs, mais aussi les communautés qui doivent être au centre. Il nous faut bien adapter notre législation pour permettre effectivement à tous ces acteurs de pouvoir travailler en synergie, ensemble, tout en ne craignant pas de perdre leurs prérogatives, parce qu'en fait, nous savons tous que chacun essaie de garder ses prérogatives pour soi-même. Et je pense qu'en fait, une législation claire qui ne serait pas contraignante, qui mettrait tout le monde à l'aise, permettra effectivement de pouvoir travailler et efficacement, tout en ayant au centre les populations qui ont aussi leur part de responsabilité. Mesdames, Messieurs, le débat a été vraiment très intéressant. Nous avons eu des interventions de très haute facture. Je voudrais vous demander d'applaudir nos chers panélistes. Et mesdames, messieurs les panélistes, au nom du One Sustainable Health by All, je vous remercie pour votre participation et merci aussi de nous avoir suivis. Merci à Madame Halimi aussi d'être intervenue en ligne. Merci et la séance est levée. À moins
Juan, vous avez quelque chose à dire? Non, c'est bon, super. Voilà.